Farge Alexandre Riffet, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites paraître aux éditions Caradine un livre intitulé Un Syrien en Israël, à la rencontre de l'ennemi désigné. Un récit dans lequel vous racontez votre histoire, celle d'un homme qui a baigné dans une culture violemment anti-israélienne et antisémite, malgré la vigilance de votre mère, sur laquelle on reviendra ensuite. Un homme qui décide de partir, en passant d'abord par la France, de partir à la découverte de la réalité israélienne, beaucoup plus complexe que ce qu'on vous avait dépeint. Farge Alexandre Riffet, quel mot décrit selon vous le mieux la réalité israélienne que l'on vous désignait en Israël comme l'ennemi, le mal absolu? Après avoir été en Israël, je désignerais le mot résilience. Résilience et amour à la vie, d'une certaine manière, et je dirais même la compassion envers leurs propres ennemis. En Israël, j'ai rencontré des Israéliens avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Des Israéliens qui me disaient « On aimerait bien aider les Palestiniens. On ne sait pas comment, mais on aimerait bien que leurs enfants aient la même vie que nos enfants. » Moi, en presque 60 ans de vie, de Syriens et d'Arabes, j'ai jamais entendu quelqu'un de ma culture arabo-musulmane dire « On aimerait bien aider les Israéliens. On aimerait bien qu'ils vivent en sécurité. » Voilà. Alors, en vous lisant, j'ai pensé au dernier tome de la saga autobiographique de Riyad Sattouf, l'Arabe du futur. Elle s'intitule « Moi, Fadi, le frère volé » et rapporte notamment la culture justement profondément antisémite de cette série des années 80-90, même si vous parlez notamment aussi de la décennie 70, à laquelle Riyad Sattouf, lui, avait échappé en rejoignant la France. Est-ce que vous aviez lu cette BD? Est-ce qu'elle racontait aussi quelque chose de votre enfance et adolescence syrienne? J'ai lu les premiers épisodes, les premières tomes, je n'ai pas vu les derniers. Je les ai à la maison, mais je n'ai pas encore lu l'intégralité, bien sûr. Allez consulter. La première rencontre que vous faites avec Israël et les Israéliens se fait dans le ciel syrien. Vous êtes un enfant, un écolier, quand éclate la guerre de Kippour en 1973. Et vous rapportez dans le livre la propagande des médias publics syriens qui glorifie la résistance du régime de Hafez al-Assad à l'époque et en cachant les éléments les plus gênants. Et c'est Moshe Dayan, le général Moshe Dayan, qui est à l'époque ministre de la Défense israélien, qui figure pour vous, dans vos yeux d'enfant, le mal absolu. Oui. C'est le mal absolu parce que matin, midi et soir, on nous parle de cet ennemi sioniste. On ne prononce pas forcément le mot juif à l'époque, on prononce uniquement l'ennemi sioniste, l'entité de l'ennemi sioniste. Et pour moi, Moshe Dayan, le Born, on l'appelait le Born, représentait ce mal absolu. Une sorte de pirate, une sorte de pirate. Une sorte de pirate, exactement. De la même manière, le Grèce, entre guillemets, avec tout l'amour maintenant que j'ai pour Golda Meir, aussi on la voyait, ce monstre qui nous faisait peur à nous les enfants, mais aussi qui faisait référence à cet ennemi sioniste qui est monstrueux, qui est l'incarnation du mal absolu. Avec la reprise de stéréotypes anti-juifs assez classiques. Vous rapportez notamment dans une série où on voit un soldat israélien qui est en série, qui se fait passer pour un soldat syrien blessé, avec des stéréotypes très très classiques qu'on retrouve dans la propagande anti-juive. Tout à fait. Et même l'aspect physique, même l'aspect dans ces séries historiques, souvent c'est des séries historiques, on nous montre ce juif dans son pire aspect, comme je l'ai découvert en Europe, c'est-à-dire la même configuration physique, mais aussi avec des caractéristiques très mauvaises, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un aussi de mal propre, etc., etc. Et nous avons cette image de juif, en arrivant en France, j'ai cette image de juif, malheureusement. Votre père était sunnite, votre mère alaouite, tous les deux étaient communistes, et c'est un détail important. Vous avez perdu votre papa très jeune, et votre mère a toujours tenu le rôle de pare-feu, d'abri contre l'antisémitisme virulent qui vous entourait, notamment du côté de votre oncle, un de vos oncles. Ça a été essentiel sur le long terme dans votre construction intellectuelle et votre rapport ultérieur à Israël et aux Juifs, le rôle qu'a joué votre maman. C'est dommage que Hitler n'a pas terminé son travail. C'est la phrase qui a été prononcée devant ma mère par mon oncle qui était islamiste. Ma mère lui a dit textuellement, si Hitler a terminé son travail avec les Juifs, tu aurais été le prochain sur la liste. Moi et ma mère, nous l'avons chassé de la maison ce jour-là.
Je connaissais rien de cette histoire, ni des Juifs, ni de la Shoah, ni rien du tout. Mais ma mère nous a réunis, à nous 3 enfants, mes frères et sœurs, nous a dit, ne l'écoutez pas, c'est un fanatique. Et pour moi, cette première graine que ma mère a plantée a tout de résonné dans ma tête. Et au fur et à mesure, elle a planté d'autres graines. Bien sûr, ma mère, elle n'était pas pro-israélienne, mais elle a semé des graines. Que moi, ces graines ont semé le doute en moi, même si j'étais non plus pas un pro-israélien à l'époque. Vous parliez d'Hitler, c'est d'ailleurs en France, lorsque vous allez mener vos études, puisque vous êtes diplômé de l'ESSEC, que vous allez découvrir une histoire qu'on ne vous avait jamais racontée en Syrie, à savoir l'histoire de la Shoah. Ça a été un choc. Un véritable choc. Je crois que je n'ai pas dormi. Vraiment, quand je dis dans le livre, je n'ai pas dormi pendant 2-3 nuits, parce que j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose qu'on nous a caché. Et que, quelque part, si on nous avait dit cette vérité telle que je l'ai découverte, peut-être ma perception des choses aurait été différente. Et voilà, nous, en Syrie, on nous racontait à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas non plus beaucoup de chaînes de télévision. Même si vous captez, comme adolescent, Radio Jérusalem, vous êtes un adolescent très, très curieux qui se cache parfois pour essayer de comprendre la réalité du monde telle qu'elle est, très complexe toujours. Oui, c'est une curiosité. C'est aussi une curiosité, c'est aussi une sorte de vouloir défier inconsciemment cette idéologie dans laquelle j'ai été élevé. Et donc, bien sûr, quand j'entends pour la première fois la voix de cet ennemi, donc je me dis, bon, il y a une radio qui chante, qui rigole, des animateurs qui rigolaient et qui parlaient, et surtout, j'avais l'impression de comprendre quelques mots. Donc, je me suis dit, c'est bizarre que cet ennemi qui devait être tellement lointain, il est à portée de main, pourquoi je dois l'haïr ? Avant de découvrir un peu plus tard Israël, donc vous allez étudier en France, vous allez travailler en France, et vous avez été, ça revient plusieurs fois dans le livre, cet épisode-là, stupéfait, très choqué par ce que va vous dire une productrice française, par ailleurs de religion juive. Elle vous dira que les Syriens sont très antisémites. Alors ça vous choque tout de suite, même si vous allez comprendre que cette productrice connaît bien la société syrienne. Oui. Ça a été le point de départ d'un travail que j'ai fait sur moi. Parce que ça faisait longtemps que j'étais déjà en France. Je pensais avoir fait un cheminement, je pensais avoir dépassé certains clichés. Et cette phrase m'a beaucoup blessé, m'a beaucoup choqué. Comment je peux être un antisémite? Et donc j'ai été obligé de revoir les archives de mon passé. C'est ça qui a provoqué l'écriture de ce livre. Et de me dire finalement, elle n'a pas tort. Parce que finalement, nous, même en France, j'ai persisté à dire je suis contre la politique israélienne, mais je ne suis pas antisémite. Mais au fur et à mesure, en écrivant ce livre, en enregistrant ces archives, en retravaillant sur mes archives, j'ai vu qu'il n'y a pas de différence. Quand on est vraiment anti-israélien, on rejoint l'antisémitisme très facilement. Vous détaillez par le menu votre expérience sensible avec Israël, sa culture, ses habitants, depuis donc cette réservation d'un billet, puis l'arrivée à l'aéroport, ses restaurants, les séries aussi. On parlait d'une série syrienne tout à l'heure, il y a aussi un chapitre sur la série Shtisel qui vous fait penser par ses personnages parfois à la réalité syrienne, mais avec des différences malgré tout très notables, notamment dans le rapport aux femmes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur place en Israël ? Qu'est-ce qui m'a surpris sur place, c'est encore une fois, c'est cette résilience, cet amour à la vie, et que malgré tout, cette société est très diversifiée. Qui m'a choqué aussi, moi, je venais avec cette image d'un ennemi sioniste, j'allais voir des chars partout, des militaires partout. J'ai vu aussi une société multiculturelle. Il y a des Arabes, Israéliens, il y a des Juifs, il y a des Druzes, il y a des chrétiens. Et vous avouez d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté, au milieu du livre, avoir pris conscience sur place que vous ne connaissiez finalement pas tant bien que ça la société et l'histoire de l'État d'Israël. Ah ben bien sûr, je ne connaissais pas. Et même malgré toutes les lectures que j'ai faites, je pense que je m'interdisais aussi. Ou alors ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ou alors je n'avais pas le temps, vous savez. Et ce voyage aussi a été l'occasion pour moi
de redécouvrir cette histoire que j'ignorais, ou d'ignorer en tout cas des parties de cette histoire. Pour terminer, vous suivez, j'imagine, de très près la normalisation en cours entre plusieurs États occidentaux, notamment les États-Unis et la Syrie du président Ahmed al-Shara. Est-ce que cette normalisation en cours vous semble passer par perte et profit la question de l'antisémitisme structurel du régime, alors de celui d'Assad jusque-là, et peut-être de celui qui est en train de se développer depuis quelques mois en Syrie? Oui, alors moi, depuis le premier jour, j'ai dit, je ne veux pas pleurer le régime d'Assad qui est tombé, oui. Je ne veux pas applaudir un islamiste au passé djihadiste. Toute l'Europe, les chancelleries européennes ont dépêché leurs émissaires pour dire que ce monsieur al-Shara est un modéré. On lui a promis beaucoup de milliards de dollars sans condition. Or, j'observe effectivement, moi-même, je me suis interrogé dans mes doutes. Je me suis dit, peut-être qu'il faut lui donner cette chance. Peut-être il a changé d'habit de djihadiste. Il est maintenant en costard. Il faudra qu'il taille davantage sa barbe. Et puis surtout, Trump, au lieu de, comme il a fait le président Macron, de attiser cette haine contre Israël, parce que dans la conférence de presse avec Macron, le président lui a dit à critiquer Israël, alors que le président Trump lui a dit, je vais lever les sanctions contre la Syrie, mais vous allez faire la paix avec Israël. Vous voyez la différence de l'approche. On le pousse, on leur donne à aller vers la paix. Alors si demain, un djihadiste islamiste change de vêtements et va vers la paix, moi, de la place qui est la mienne, je pourrais qu'applaudir. Je dirais, je suis content de m'être trompé. Aujourd'hui, j'ai des doutes, mais j'applaudis ce genre de geste. J'espère qu'un jour, vraiment, il y aura la paix. Mais encore une fois, il faudra qu'il aille vers une Syrie beaucoup plus pluraliste, pour une Syrie laïque, et qu'il juge les responsables des massacres des Alaouites et des Druzes. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas faire toute la paix sur la réelle politique. Et Israël le sait. Israël dialogue avec Jolani, mais croyez-moi, Israël il sait avec qui il parle. Il sait quelles sont les limites et quelles sont les conditions. Merci beaucoup, Faraj Alexandre Riffet, d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre livre, Un Syrien en Israël. Une histoire passionnante à découvrir aux éditions Karadine. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci à vous.